Oui, alors vous vous souvenez que j'avais achevé la discussion précédente en signalant comme un point saillant l'importance des enjeux autour du réseau électrique et en annonçant une analyse originale que je propose dans le livre devenu fétiche sur ce canal, L'individu dans l'Europe promise. Alors, vous allez me dire que le véhicule électrique met en jeu les acteurs du réseau électrique et de la fourniture d'énergie, en soi ce n'est pas vraiment une surprise. C'est un peu comme annoncer la paternité du fil à couper le beurre ou enfoncer une porte ouverte. Alors oui, mais non, car nous avons affaire à des nouveautés, je serais tenté de dire à des sommités, avec la rencontre de beaucoup d'intelligence. Les compteurs intelligents, la recharge intelligente des véhicules, bref, une bouffée d'intelligence, un qualificatif qui est mis à toutes les sauces dans le sillage de la dénomination anglo-saxonne à la mode de smart, dont nous verrons à quel point il faut en fait, en tant qu'individu, se méfier, parce qu'elle n'est pas vraiment notre amie. Méfiance désormais, on a réussi à dévoyer le sens de l'intelligence, et je serais tenté de dire que quand le qualificatif fait surface, c'est que pour nous, il y a menace. Mais reprenons à la base. Normalement, l'arrivée en masse de véhicules électriques sur le marché aurait dû s'assortir d'interrogations, ou tout au moins d'inquiétudes de la part des acteurs du réseau de distribution et des énergéticiens. En effet, délaisser la source d'énergie procurée par les hydrocarbures pour passer à la source électrique revenait à faire basculer ce volume de consommation énergétique du réseau des stations-service des pétroliers au réseau de distribution d'électricité, et donc à faire peser sur lui une charge nouvelle, et donc potentiellement ça devait occasionner une préoccupation légitime pour les fournisseurs d'énergie comme pour les distributeurs. Or, la chose n'a pas été appréhendée du tout dans le sens attendu. Non seulement aucune inquiétude manifestée du côté des opérateurs, mais même une décontraction évidente chez RTE, Enedis, Engie, pour en rester au cas français. Et pourtant, lorsqu'on s'intéresse un peu aux chiffres de consommation, l'arrivée d'un seul véhicule électrique dans un ménage n'est pas neutre. Alors, pour bien cadrer la chose, je rappelle qu'en France, on estime que la consommation électrique moyenne annuelle d'un ménage est de l'ordre de 5700 kWh. Donc, consommation d'un ménage, 5700 kWh. Pour un véhicule de taille moyenne en électrique, type une Peugeot i208 de 50 kWh de puissance, que l'on chargerait, mettons, 2 fois par semaine, le calcul est assez simple. 50 fois 2, ça fait 100, fois 52 semaines, ça fait 5200 kWh pour une année. Et encore, ce calcul, il est partiellement inexact car il sous-estime la puissance réellement appelée et payée au compteur en raison du rendement de l'installation et des pertes de charge. Bref, pour avoir ces 5200 kWh effectifs, il faut évidemment en prendre beaucoup plus, sensiblement plus par le réseau. Mais passons. En l'état, cela veut donc dire, si je schématise, qu'en termes de consommation, pour faire simple, l'arrivée d'un seul véhicule dans un ménage représente aussitôt un doublement de sa consommation électrique annuelle. Alors cela donne à réfléchir, et là, je le répète, il ne s'agit là encore que d'un seul véhicule par ménage. Un bon nombre de ménages sont multimotorisés et ont la nécessité d'être multimotorisés. Vous voyez bien que fondamentalement, l'idée même d'une mutation poussée du parc motorisé existant en électrique est chimérique, est parfaitement chimérique, parce qu'elle est à la perspective d'un doublement de la capacité du réseau électrique, et rien que cela. Eh bien, pour le comprendre, il faut faire référence aux conséquences sur le réseau de la promotion institutionnelle des énergies renouvelables, en particulier éoliennes et photovoltaïques. Leur multiplication, fortement encouragée par l'Europe, a engendré de nouvelles contraintes sur le réseau en raison de l'irrégularité et, notamment pour l'éolien, de la violence de l'apport d'énergie. Pas de soleil la nuit, peu de vent, et en journée, suivant la météo, des à-coups, avec c'est essentiel une double difficulté de dimensionnement du réseau pour encaisser les surcroîts de puissance
et de stockage, puisque sans tampon, le surplus d'énergie produite qui n'est pas aussitôt consommé par le réseau, si on ne trouve pas à l'amortir en le stockant, est tout bonnement perdu. En d'autres termes, et c'est là où je veux en venir, le réseau électrique était déjà en difficulté en raison de la politique forcenée de transition aux énergies renouvelables. Et curieusement, l'arrivée du véhicule électrique, au lieu d'aggraver la situation, s'est révélé en fait un moyen pour parvenir à la retourner sans avoir à investir des sommes astronomiques dans le redimensionnement du réseau de distribution. Et cela grâce à une ressource inattendue, les batteries des véhicules électriques. Comment? Par une formule magique dont s'est emparée l'Union européenne, le smart charging, la recharge intelligente. Bon, vous allez très vite comprendre. Certes, la batterie est un consommateur d'énergie, mais c'est également une capacité de stockage, donc une sorte de réservoir d'une énergie que le véhicule consommera lorsqu'il circule, mais qui peut au besoin être réinjectée dans le réseau au moment opportun. C'est ainsi qu'est promu ce que les textes officiels européens désignent comme la recharge intelligente et bidirectionnelle des véhicules électriques. La réglementation européenne reprend en fait le schéma enchanteur porté par certains conseillers en modernité célèbres aux conférences hors de prix, certains consultants américains à succès, habitués de longue date des instances européennes, se faisant les chantres d'un monde merveilleux où l'automobile elle-même devient une centrale électrique sur roues. Alors, il s'agit d'une inversion complète, d'un retournement du problème, puisque logiquement le véhicule est d'abord et avant tout un consommateur d'énergie et non un approvisionneur. Mais comme le généreux soleil et les vents malicieux procurent une source d'énergie infinie et gratuite, le véhicule électrique, parce qu'il peut en stocker une partie et la redistribuer, passe subrepticement du statut de consommateur d'énergie à celui d'approvisionneur du réseau. Du point de vue des énergéticiens, l'arrivée des nouvelles autos équivaut à une avalanche bienvenue d'autant de piles rechargeables sur roues mises à leur service. Absorbant le surplus d'énergie dégagé par le renouvelable au moment où celui-ci donne à plein, et étant en capacité de la restituer aux besoins, notamment lors des pics de demande du réseau. Sur le papier, on nage dans le bonheur. Idéalement, une petite maison est équipée de panneaux solaires ou d'une éolienne domestique qui produit une énergie d'autoconsommation et charge votre véhicule, voire même vous rapporte en revente du surplus injecté dans le réseau. Et vous pouvez vous déplacer sans plus dépendre de l'exorbitant et polluant pétrole. C'est le miroir aux alouettes de l'autarcie. Mais dans la vraie vie, cela ne se déroule pas tout à fait ainsi. Oui, si on veut. Charge bidirectionnelle, ça veut dire qu'une auto est en mesure d'être raccordée au réseau électrique pour alternativement recevoir de l'énergie ou à son tour en procurer au réseau. C'est dans le jargon anglo-saxon V2G, Vehicle to Grid. Alors, tout cela est fort joli, mais cela a une conséquence. C'est que, du fait de ces batteries, le véhicule électrique se retrouve malgré lui inscrit dans l'équation du réseau en tant que capacité auxiliaire. De consommateur simple, il devient à son tour contributeur. Du même coup s'opère un basculement providentiel de la charge financière des réseaux électriques. On peut ainsi considérer que maintenant s'y retrouvent impliqués quelque part les constructeurs automobiles, les opérateurs de téléphonie mobile, mais surtout le particulier, qui sans l'avoir réalisé, sans même le savoir, devient le financeur en propre d'une nouvelle capacité de stockage d'énergie au service de la collectivité. Alors, sur le papier, une fois encore, le rêve se poursuit. Tout est simplement affaire d'organisation. Ceux que les compteurs intelligents, comme le fameux Linky en France, qui sont bidirectionnels aussi, pourront justement permettre. Et d'ailleurs, quand vous avez un véhicule électrique, les opérateurs suggèrent purement et simplement de prendre un deuxième Linky et de souscrire à un abonnement spécifique pour l'auto en plus de l'habitation.
Mais le fait essentiel demeure, les véhicules électriques rentrent de fait au service du réseau. C'est d'ores et déjà acquis pour l'Union européenne. La récente directive performance énergétique des bâtiments, la directive EPBD de fin 2023, est très claire sur le sujet. Je lis. Les véhicules électriques dotés de la charge bidirectionnelle viennent renforcer la capacité des bâtiments et du système électrique à équilibrer l'offre et la demande d'électricité, en particulier pendant les heures de pointe et à moindre coût. Paragraphe 36. L'enrôlement des autos au service du réseau est donc officiellement acté. Les textes mettent d'ailleurs sur un même plan les batteries domestiques fixes utilisées sur les installations équipées de photovoltaïques et les batteries des véhicules électriques qui sont requis par le réseau et peuvent lui offrir, ces véhicules électriques peuvent lui offrir flexibilité et équilibrage. Et à ce titre, un certain nombre d'obligations en découlent pour les véhicules. Alors pour que vous puissiez le mesurer sans ambiguïté, je vais vous citer un petit extrait d'une directive européenne récente, la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023. En son article 20 bis, elle indique « Les États membres adoptent des mesures pour exiger que les constructeurs de véhicules mettent à disposition des propriétaires et utilisateurs de véhicules électriques ainsi que des tiers tels que les participants au marché de l'électricité et les fournisseurs de services d'électromobilité, mettent à disposition quoi? En temps réel, des données embarquées relatives à l'état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne, c'est-à-dire à son lieu de rattachement, et à sa capacité, dans des conditions non discriminatoires et gratuitement. Bon, alors, que l'usager ait des infos gratuites en temps réel sur l'état de sa batterie, cela paraît naturel. Mais là où cela se corse, c'est comme vous le voyez, cette même transmission en temps réel a des tiers intéressés. Cela signifie en d'autres termes qu'au titre de sa capacité électrique, chaque véhicule sera tracé, pour ne pas dire traqué, en tout lieu en temps réel et gratuitement, au principal bénéfice des prestataires de services et des négociants d'électricité. Chaque véhicule électrique devient en quelque sorte une bourse d'or vert sur roue qui clignote pour mieux se signaler aux bandits de grand chemin afin qu'ils puissent la rançonner. Oui, d'autant que cette forme d'exploitation des véhicules électriques n'est pas sans conséquences pratiques. Les journées n'ayant que 24 heures, si un véhicule doit servir sur route, alimenter le réseau et accessoirement avoir le temps de se recharger lui-même, cela risque d'être un peu compliqué parce que les lois de la physique ne s'effacent pas d'un revers de main. Déjà, les batteries sont limitées en nombre de charges-décharges. 1000 à 1500 annoncés, même si les batteries sont dites moins sensibles aujourd'hui que par le passé. Alors, avoir un véhicule régulièrement raccordé au réseau entame la quantité de cycles indicatifs des batteries et risque de raccourcir leur durée de vie. Indépendamment de cela, se pose la question du rendement d'ensemble. L'injection de courant depuis la batterie dans le réseau, comme le soutirage pour la charger, sont, ne l'oublions pas, des conversions d'énergie. Et la multiplication de ces navettes bidirectionnelles entre le réseau et les batteries, entre le courant alternatif et le courant continu, affecte le rendement de la chaîne énergétique au rythme du produit mathématique des rendements de chaque étape de conversion. Alors, je donne un exemple pour que ce soit parfaitement clair. Un soutirage à 90% de rendement, suivi d'une injection au même rendement, donnera un rendement global de 0,9 fois 0,9, c'est-à-dire 81% de rendement pour cette seule opération. Seuls 81% de l'énergie première injectée dans la chaîne seront réellement utilisables au final. En résumé, chaque fois que l'on charge et que l'on décharge une batterie, il y a des pertes énergétiques substantielles en plus de l'usure de la batterie. Les miracles sont rares, surtout en physique. Alors, nombre de cycles complets admissibles, puissance de recharge à privilégier, définition de la plage de pourcentage de charge utile, etc. Rien n'est gratuit.
Alors, je ne veux pas être technique, mais je cite dans le livre un extrait d'un rapport d'Enedis qui fait mention de la nécessité d'un niveau de charge minimal qui doit être maintenu à 35% de la capacité de la batterie pour ne pas accélérer son usure. Ce n'est pas sans incidence sur l'autonomie en conditions réelles. L'Union intervient elle-même à ce sujet et on peut lire au paragraphe 56 de la directive 2023-2413 dont je viens de parler, que j'ai déjà cité, les utilisateurs de véhicules électriques qui concluent des contrats avec des fournisseurs de services d'électromobilité et des acteurs du marché de l'électricité devraient avoir le droit de recevoir des informations et des explications sur la manière dont les termes de l'accord influeront sur l'utilisation de leur véhicule et l'état de santé de sa batterie. Donc, c'est clair, l'incidence de la bidirectionnalité sur les batteries est clairement reconnue. Vous voyez au passage qu'on évoque une incidence de ces contrats sur l'utilisation même du véhicule. Et oui, c'est un autre sujet de taille. L'arbitrage des priorités pour l'automobile entre sa mission de véhicule et cette nouvelle fonction supplémentaire d'accumulateur qui nécessite d'être statique, immobilisé, avec un fil à la patte le temps de la prestation. Alors comment s'établit la ligne de partage entre les deux pour que le propriétaire ne s'aperçoive pas au moment de partir le matin que son carrosse est à plat parce qu'il a fait la bonne âme pour le réseau? Et derrière cette question, vous voyez ce qui se profile comme réponse. Un pilotage de la charge s'impose pour garantir une puissance minimale disponible pour les besoins en propre de l'usager. On finirait presque par oublier que l'auto est censé servir à son propriétaire. Or, pour être plus efficient, et c'est là que cela devient franchement insidieux, ce pilotage suppose finalement que l'usager ait fait au préalable état de ses besoins particuliers s'il espère avoir une chance qui soit pris en compte au mieux par le système. Autrement dit, il faudra certainement déclarer à l'avance quand on souhaite partir, pour quelle distance, etc., etc., afin que la recharge ait été effectuée en fonction et à temps. Bref, il faudra faire une réservation de sa propre auto. C'est pas mal, non ? À ce sujet, la récente version de la directive performance énergétique des bâtiments, dont je parlais tout à l'heure, la directive PBD, fait référence à une charge bidirectionnelle, tenez-vous, intégrant une heure souhaitée de départ et l'optimisation en fonction des ordres reçus de la part du réseau. Appréciez au passage cette dernière précision en fonction des ordres reçus de la part du réseau. On comprend vite qu'il ne suffit plus d'être propriétaire et de payer pour être maître chez soi. Alors, c'était peut-être moins intelligent du temps du véhicule à pétrole, mais il suffisait simplement de tourner la clé pour prendre son volant et bouger. Le progrès devient là plutôt indigeste. On retrouve ce mécanisme d'inversion généralisée qui tend à mettre la personne au service de la structure et non l'inverse. Nous sommes requis, pour ne pas dire réquisitionnés. Nous nous mettons en position de fournir le réseau. Nous ne bougerons que lorsqu'il aura été repu et qu'à ses conditions, tout en continuant à payer, bien sûr, de plus en plus cher pour son usage. Voilà dans tous les cas encore un sujet prometteur pour une offre intégrée du ressort d'applis informatiques de pilotage par smartphone. Une aubaine à saisir par les opérateurs de téléphonie, ceux de bornes de recharge, les acteurs du marché de l'énergie, les agrégateurs de flexibilité, vous savez, ceux qui négocient vos économies d'énergie, etc., etc. Dans ces conditions, cela devient évident. Le véhicule électrique est bien le prélude à une gestion par flotte et abonnement. Le schéma habituel du véhicule personnel en propre, à l'évidence, est périmé et s'efface. Avis aux amateurs. Honnêtement, on voit bien qu'en l'état, si je puis dire, on est à la croisée des chemins. Il devient évident que le remplacement à l'identique du thermique par l'électrique non seulement semble peu réaliste, mais plus encore qu'il n'a jamais été réellement poursuivi. J'avais fait référence dans une vidéo précédente au chiffre prévisionnel de 30 millions de véhicules électriques en circulation en Europe pour 2030, ce qui ne ferait jamais que 10% du parc de véhicules actuel, c'est fort peu. Alors,
En dépit de l'image séduisante, stéréotypée du pavillon en matériaux écologiques en plein cœur de nature, qui serait 100% autonome, et dont au besoin jaillirait des bolides à piles permettant en un clin d'œil de rallier le cœur des métropoles, le public sait bien, lui, ce qu'il en coûte et ce qu'est la réalité du terrain, surtout lorsqu'on vit en banlieue dans un collectif et que le ménage doit être multimotorisé. Alors, peut-on continuer à soutenir de bonne foi que demain, chaque ménage pourra être équipé de panneaux solaires à domicile, d'un véhicule électrique et d'une place de stationnement avec une borne de recharge pilotée? Sérieusement? Le grand public réaliste n'y croit pas. Et en dépit des efforts de promotion faits, cela n'empêche pas de voir déjà l'atonie du rythme de vente de l'électrique. C'est un peu comme si avec le temps, la valeur de prétexte du véhicule électrique se faisait jour. Alors prétexte pour suivre la logique des énergies renouvelables et faire passer la pilule au réseau sans vider les caisses. Le véhicule électrique n'est pas un moyen de locomotion, c'est avant tout un régulateur du réseau électrique et un palliatif pour éviter d'investir dans les infrastructures. C'est également le prétexte pour enclencher déjà une attrition, une réduction du parc et tester, notamment en cadre urbain, des solutions alternatives de flotte de véhicules partagés avec abonnement ou de course à la demande. Pour la suite, tout dépendra du jeu de force entre les différents acteurs. Les constructeurs automobiles, les opérateurs de téléphonie, les plateformes numériques, les acteurs du système énergétique et finalement des pouvoirs publics eux-mêmes à l'examen des recettes du système. Car il ne faut pas oublier que l'ensemble du transport est un pourvoyeur majeur en recettes fiscales par les carburants, les redevances, les taxes, les contraventions, etc., etc. Ce qui modulera le scénario est finalement le rapport de force entre le siphonnage des ressources des particuliers sous la pression des grands groupes de services et la captation de ces mêmes ressources des particuliers par les pouvoirs publics. Et devant la question des recettes, il est bien possible que l'Union européenne, de plus en plus avide et nécessiteuse, soit amenée à infléchir quelque peu son dogme vert, ou au moins à temporiser quelque temps. Ce que j'exposais dans le livre, en concluant de manière un petit peu amusée, en signalant que le sort de l'auto individuel en propriété dépendrait aussi des ressources qui sont perçues par les pouvoirs publics dans le cadre de cette première figure de l'autonomie individuelle. La bascule de ces ressources vers les acteurs de l'électromobilité, dans le cadre du nouveau modèle de mobilité, qui est sans propriété, non individuel, multimodal, connecté, via abonnement, et éventuellement demain, après-demain, sans pilote, cette bascule risque d'être pesée par l'institution européenne comme moins avantageuse pour les caisses, à moins de tout faire peser sur la taxation kilométrique type pollueur-payeur, qui serait généralisée à tout déplacement. La perspective fiscale risque de sauver quelque temps encore le modèle actuel, ce qui me faisait dire avec un peu d'ironie que la peste pouvait s'avérer être le remède au choléra. Nous verrons bien. Voilà, nous sommes au terme de ce cycle consacré à la mobilité motorisée des Européens. J'espère que cela vous a paru instructif et que vous sentez votre regard plus affûté sur tous ces thèmes et les décisions politiques qui nous sont présentées. Alors nous allons finir, suivant la coutume, sur un petit poème. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cycle de discussion très bientôt, qui sera sans doute consacré à la thématique du logement, là encore un vaste programme, avec une grande effervescence à l'échelon européen, et il faut bien le dire, pas mal de nuages sur nos têtes. D'ici là, portez et transportez-vous bien, et plus que d'habitude, soyez vigilants. Alors allons-y. Le poème s'intitule « Êtes-vous prêt à tomber dans le panneau ?» Lorsque sur un véhicule électrique de manière ingénue, en suiveur des réclames, vous aurez jeté votre dévolu, vous vous croirez peut-être supérieur et à l'abri, partant tout confiant en vos batteries. Sur la foi des brochures officielles, vous vous sentirez pousser des ailes. Pensez donc, il suffit juste d'une rallonge pour faire le plein, de quelques heures il est vrai, et on reprend son chemin. Voilà que miroite une rassurante et non polluante autarcie, sans nécessiter ne fût-ce qu'un sourire en guise de merci.
Le dieu du soleil joue gracieusement aux pompistes et remet incontinent toutes vos piles en piste. Mais, telles des bourses pleines exposées sur les chemins, vos batteries stimulent la convoitise des malandrins. Ceux-ci n'ont pourtant rien de miséreux, et sous diverses enseignes prétendent vous rendre plus heureux. Du compteur, de la borne et de l'auto, ils vantent les synergies, en acteurs patentés du marché européen de l'énergie. Vérifiez bien vos conditions contractuelles, ils se flattent de vous servir avec le plus grand zèle. Pour cela, c'est tout simple à les entendre. Laissez-les tout piloter et ne songez qu'à vous détendre. Il faudra néanmoins déclarer ses besoins à l'avance, autrement dit, quelque part, résigner son indépendance. Pour que le véhicule soit correctement rechargé, chacun devra candidater pour l'ensemble de ses trajets. Car votre auto travaillera en parallèle dans votre dos, alimentant à la fois leur commerce ainsi que le réseau. Le véhicule donnera d'abord son jus à autrui avant d'espérer refaire des réserves pour lui. Vous voilà devenu en tout lieu mécène sur roue, la machine s'usant à boucher tous les trous. Croyez-moi qui vous le dis et qui suis à pied, à attendre un bus en correspondance après un train annulé. La transition écologique est un leurre et on vous a berné. Vous n'êtes bon qu'à payer les manques de l'infrastructure et à être épié. Aux yeux de l'Europe, vos toupies siffleuses ne suffiront pas pour changer, car l'autonomie verte voulue suppose avant tout de ne plus avoir à bouger.